Vous allez aimer cette vidéo et vous savez quoi, elle devrait même être remboursée par la Sécu. On a tous connu des hauts et des bas dans notre travail. Vous savez, ce fameux moment le dimanche soir quand vous savez que le lendemain, votre réveil va vous agresser à la première heure. Pire pour certains, ça peut même être la boule au ventre quotidienne. Peut-être qu'aujourd'hui vous pensez à changer de travail parce que le cœur n'y est plus. Il arrive même parfois, sans qu'on s'en rende compte, qu'on glisse doucement, mais sûrement, vers une relation toxique avec son manager. Et là, c'est vraiment le temps de changer. Bonne nouvelle, il existe une personne qui a les clés pour inverser la vapeur. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les conseils de Gaël Châtelain-Berry, le papa du podcast Happy Work. C'est le podcast du bien-être au travail et surtout de la manière de l'améliorer chaque jour. Mais Gaël ne s'arrête pas là, il anime également des conférences, a écrit plusieurs ouvrages et vous allez le découvrir dans la vidéo, a un chat incroyable qui marche sur les touches du piano pendant qu'on enregistre. Bref, une vraie dose de bonne humeur et des conseils précieux pour recharger les batteries. Vous êtes prêts? C'est parti. Eh bien, Gaël, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est super sympa de te recevoir. Avec On, plaisir, Nicolas. on va essayer d'orienter notre échange qui peut paraître un peu éloigné du monde du code, du développement logiciel, mais en fait, pas du tout parce qu'on a l'habitude de travailler en équipe, dans des petites structures ou dans des grands groupes. Et il y a plein de choses à dire sur le quotidien, sur ce qui se passe de bien, sur ce qui a parfois un peu moins bien, sur ce qu'on peut améliorer, les leviers qu'on a dans notre travail actuel et peut-être dans notre futur job. Et avant de parler de tout ça, est-ce que finalement tu peux te présenter en quelques mots, donner un petit peu la saveur et la couleur de ce que tu fais? Alors, en quelques mots, j'ai passé 20 ans dans des grands groupes, essentiellement médias, en tant que manager ou dirigeant. Et il y a bientôt 10 ans, j'ai arrêté de faire ça pour me consacrer à quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, qui est le bien-être au travail. Et j'ai inventé un concept qui s'appelle le management bienveillant, avec mon premier livre de management qui s'appelle Mon boss est nul, mais je le soigne. Et depuis ce temps, j'ai sorti bientôt 14 livres. Je fais des conférences, j'ai un joli podcast qui s'appelle Happy Work, qui est le podcast francophone audio, je précise, parce qu'on m'a dit Hey Gaël, sur YouTube, tu fais pas beaucoup d'audience. Donc, c'est le podcast audio, parce que les audiences en audio sont différentes. Donc, je suis très content de faire ça. Enfin, je suis un peu hyperactif, mais surtout, je me sens utile. Donc, voilà, c'est le résumé de tout ce que je fais, tout mon parcours. C'est enfin, à 53 ans, je me sens utile. Alors, c'est super parce que ça enchaîne sur la deuxième question. Je vais citer un petit peu large parce que c'est public, hein, c'est sur ton LinkedIn. Tu as travaillé dans des grands groupes, comme tu disais, comme TF1, Canal+, Énergie, LCI. Alors, dedans ou pour ces grands groupes. Et j'aimerais qu'on creuse un petit peu sur ce qui t'a donné l'envie de démarrer Happy Work. Quand tu dis que tu te sens utile, c'est par rapport à quoi? Par rapport à toute cette carrière, où en fait, ça me semblait pas inutile, mais en tout cas, ça correspondait pas à mes aspirations et à mes inspirations. Je joue sur le mot, mais c'est exactement ça. J'ai adoré ma carrière dans les médias, mais c'était pas assez varié pour moi. Quand tu diriges un service ou tu es dans une boîte au comité exécutif, tu fais que ça, tu es sur une activité. Et là, le fait de pouvoir faire des vidéos, des podcasts, des conférences, des livres. Là, je suis en train de préparer mon one-man show que je devrais commencer en début d'année prochaine. Je suis un tantinet hyperactif. Et voilà, ce que je fais maintenant répond vraiment à mes attentes, en fait. D'accord. Alors, ce qui est super intéressant, c'est que c'est un petit peu un exemple par la pratique du changement de vie, parce que il y a plein de gens qui auraient pu rester dans un système un peu confortable, on va dire, j'imagine bien payé, et il y a dû y avoir un petit peu cette peur du changement ou cette envie de changement qui dépasse la peur. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux gens qui veulent se lancer comme toi dans une nouvelle aventure, souvent changer de boîte, peut-être changer de métier, en tout cas, comment on fait pour changer sans avoir sans avoir peur ou le moins peur possible? Alors, moi, j'ai une méthode qui est toute bête. Euh, c'est d'essayer de m'imaginer qu'est-ce qui se passe si je me plante. Mmh. Tu parles d'un changement d'entreprise.
Surtout avec le métier des gens qui t'écoutent, globalement, si tu te plantes, tu rechanges d'entreprise. Il n'y a pas de problème de chômage dans tes métiers, donc il ne faut pas hésiter à le faire. Ensuite, les changements de vie, ça, c'est différent. Et ça se fait petit à petit. Je déconseille toujours quelqu'un qui serait, par exemple, développeur et qui se dit, tiens, je vais faire éleveur de tomates. Pourquoi pas dans l'absolu? Dans l'absolu, si c'est ton rêve absolu, va faire éleveur de tomates. Par contre, fais-le peut-être dans un premier temps en parallèle, en étant auto-entrepreneur. Il y a une loi qui existe depuis 2008 qui permet aux gens qui ont un métier, si ce n'est pas en concurrence avec le CDI qu'ils ont, de faire une autre activité rémunérée sans aucun problème. Donc la loi le permet. Donc ensuite, c'est ça, et envisager l'échec. Et le gros problème de l'échec, c'est pas tant le risque économique qu'on prend quand on a un métier comme celui de tes auditeurs et auditrices, c'est la petite claque qu'on se prend à l'ego. Parce que je t'ai pas tout raconté, mais j'ai fait plein de projets, il y en a qui se sont vautrés lamentablement. Ouais, ça fait bobo à l'ego, mais à partir du moment où tu as anticipé le fait, si je me plante, je sais que je peux faire ça, ça, ça et ça, t'es pas surpris. En fait, quand tu t'attends au pire, tu es toujours surpris par le meilleur. Je suis très poète aujourd'hui, Nicolas. Oui. Ça va être le mercredi, je suis comme ça. On va mettre un petit peu de philosophie. Donc, la question à se poser, c'est quoi mon risque? Ouais. Pour pouvoir l'imaginer, le réduire et le mettre dans la poche. Et tu sais, Nicolas, c'est pour faire les bonnes vieilles méthodes de nos grands-parents, de prendre un papier avec la colonne plus, la colonne moins. Ça fait très ringard, ça fait pas super moderne, mais ça marche. C'est quoi? Ouais, excuse-moi, ça me fait rire parce que je pense qu'on va passer un bon moment. On va lâcher un petit peu le truc. Alors, on va continuer. Parfois, on ne quitte pas une entreprise, mais un manager. D'accord? C'est dans plus de 50% des cas, ouais. Ouais. Et du coup, on se dit l'herbe va être plus verte ailleurs. Et il y a peut-être 50% de cas possibles où on retrouve le même type de manager. D'après toi, comment faire pour ne pas reproduire le même problème qu'on a eu? Comment identifier finalement un bon ou mauvais manager? Est-ce que tu as des signaux qui te permettent de sentir un peu la fumée au loin? Oui. En fait, c'est quand tu changes de boulot, tu recrutes ton manager autant qu'il te recrute. Si je racontais dans un de mes épisodes une anecdote qui m'était arrivée quand j'étais encore dans un travail normal, si j'arrive à un entretien pour un très gros poste, genre imagine 15 heures. Le rendez-vous est donné à 15 heures. 15h10 personnes, 15h15 personnes, 15h20 personnes. Je me suis cassé. Et le mec ne m'avait pas prévenu. Je me dis, si ce bonhomme, alors que ça va être mon N+1, est capable d'arriver en retard au premier rendez-vous, laisse tomber. Mais c'est comme dans des rencontres amoureuses, c'est la première impression, c'est souvent la bonne. Moi, il se trouve que j'ai été pendant un temps sur le marché des applications de rencontres. D'accord. Tu sais assez vite que ça ne va pas le faire. Et il ne faut pas essayer, quand tu pousses le truc, tu t'aperçois quelques jours plus tard, j'aurais pas dû. Mais un manager, c'est pareil. Par exemple, dans un entretien, quand tu as quelqu'un qui te donne des réponses floues, tu vois qu'il est super vénère en permanence, qu'il est super speed, qu'il va t'expliquer en permanence. Moi, mes réunions de débrief de la semaine, c'est vendredi 19h. Moi, je veux pas. Et si, par contre, il y a des comportements qui t'horripilent chez ton manager actuel, il ne faut pas hésiter pendant l'entretien à poser la question au manager, comment est-ce que vous vous comportez, ou comment vous comporteriez-vous dans telle situation, et voir si ce manager ou cette manageuse aurait un comportement différent. Il faut enlever impérativement de l'esprit qu'on est en demande quand on passe un entretien. Il faut bien comprendre, et encore plus dans tes métiers. Les gars et les filles, c'est vous qui avez la force. C'est plus l'inverse. C'est à vous de faire vos courses. Et niveau de compromis, zéro. Zéro. Ok, alors ça va faire plaisir à tous les RH qui nous regardent. Non, mais ils sont d'accord avec ça. Tu sais que je parle aux RH et ils essayent d'expliquer à leurs managers qui font passer des entretiens qu'ils se vendent. Les RH, eux, ils veulent que le recrutement se passe bien. Ils veulent pas que la rencontre entre le manager et le manager, ça soit pourri. Le rêve du DRH, c'est que tous les recrutements soient nickel et répondent à ça. Donc, je parlais à une DRH il n'y a pas très longtemps qui m'expliquait, justement, c'est une vraie histoire. Le manager qui est en permanence dans ses entretiens, parce qu'elle ne comprenait pas, il n'arrivait pas à recruter alors qu'elle envoyait plein de candidats. Et à un moment, elle lui a proposé d'enregistrer un entretien. Et elle s'est aperçue que le mec passait tout l'entretien, à parler que de lui, 2, à expliquer que lui, ce qu'il adorait, c'était la pression monstrueuse qu'il avait et qu'il mettait à ses équipes. Tu m'étonnes que personne venait.
C'est super intéressant parce que en tant que candidat, les gens ont cette peur d'être évalués, n'arrivent pas à se situer dans l'entreprise et ils vont prendre le manager comme finalement quasiment un poste dirigeant dans l'entreprise, au même titre que RH. Alors qu'en effet, tu as raison, les RH, c'est un service à part entière qui veut Bien que sûr. tout se passe bien. Et parfois, c'est les managers qui sont un petit peu le caillou dans la chaussure pour que les entretiens se passent bien. Et c'est pas facile à gérer en interne pour les RH aussi. Ah, c'est clairement pas clair. Mais de toute façon, soyons clairs, parce que je veux pas sembler trop radical. Il y a des très bons managers, des très mauvais managers, des très bons Exactement. RH, des très mauvais RH, et des très bons salariés et des très mauvais salariés. C'est Et comme les comme disait ma grand-mère, on est toujours l'abruti de quelqu'un. Donc, comme ça, on est tranquille. J'irai pas jusqu'à dire que c'est comme les bons chasseurs et les mauvais chasseurs, mais Ça, c'est une référence que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, cher ami. je pense. Mais on apprend tous les jours. Et du coup, on va passer à une petite question détente, parce que j'avais envie qu'on se détende un petit peu. J'ai trouvé sur ta chaîne YouTube plusieurs conseils. D'ailleurs, j'invite tout le monde à aller voir la chaîne YouTube Happy Work. Vous allez voir, il y a plein de petits conseils malins. Et j'ai envie de dire presque des petites capsules bien-être. Et il y en a une qui m'a bien plu. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de quelques astuces pour être de bonne humeur tous les jours? Parce que mine de rien, dans un projet, ça fait du bien à tout le monde et le projet se passe mieux. Du coup, le reste aussi. Écoute, moi, je vais en donner 15, parce que je me rappelle pas de tout ce que je peux raconter, parce que je fais Vas-y, quand même vas-y. 2 épisodes par jour, donc c'est quand même beaucoup. Mais c'est quelque chose, je m'aperçois, c'est dans mes conférences, je pose toujours cette question, qui est fatigué le matin au réveil? Au moins 2 ou 3 fois par semaine. Et je te promets que c'est vrai que 80%, hier j'étais devant 400 personnes, allez, il y en a 380 qui ont levé la main. Et je leur dis, mais comment vous voulez passer une bonne journée, les amis? Et là, ils me regardent tous avec des yeux comme ça, donc je dis, c'est normal d'être fatigué. Ben non, c'est pas normal. Il faut se coucher plus tôt, il faut utiliser la technologie et au lieu de regarder L'amour est dans le pré en direct, à 21h15 le lundi, tu le regardes le lendemain en différé à 20h et découvrir un truc qui est extraordinaire, c'est ce que j'appelle le réveil de forme. C'est-à-dire se réveiller avant que ton réveil sonne. Et au lieu de checker tes mails pro encore dans ton lit, de faire un truc que t'aimes. Ça peut être de manger un pain au chocolat, d'aller réveiller tes ados en leur jetant un verre d'eau au visage, ce que tu veux. Mais de faire quelque chose que tu aimes mais qui n'est pas du travail. Et surtout, ne jamais snoozer. Parce que les snoozers, tu sais, c'est ton réveil sonne, t'appuies et ça sonne 10 minutes plus tard. Là, c'est le meilleur moyen pour penser à son travail dès le réveil. Donc, pour être de bonne humeur, il faut, dès le réveil, avoir conscience qu'on a une vraie vie personnelle. Alors que beaucoup de personnes, dès que le réveil sonne, se disent « Ah, ça y est, la journée de boulot a commencé. » Ben non. Et c'est encore pire quand tu es en télétravail. J'imagine que dans tes auditeurs et auditrices, il y en a beaucoup qui travaillent de chez eux. Faut éviter la tentation de commencer à travailler dès qu'on est dans son lit, dès que le réveil sonne. Et c'est pas facile. Parce qu'avec les laptops, c'est pas très compliqué d'amener son bureau dans son pieu partout. Je suis persuadé qu'il y en a même qui l'amènent dans leur bain tellement ils sont fous furieux. Et voilà, c'est pour être de bonne humeur, il faut bien avoir conscience que notre vie, c'est aussi une vie perso. Il faut commencer ses journées avec sa vie perso et après, si possible, commencer sa journée de boulot avec un truc qu'on adore dans son taf, au lieu de commencer par quelque chose qui nous horripile. Moi, tu veux me mettre de mauvaise humeur, tu me demandes de commencer ma journée en faisant ma compta, c'est bon, je suis une histoire de chien pour toute la journée. Je comprends. Et c'est super intéressant parce que ça fait écho à des mécanismes, notamment les mécanismes de routine, de répétition positive. Est-ce que tu aurais un conseil à donner ou plusieurs sur les personnes qui ont des changements de vie? Et souvent, les changements de vie, ça peut prendre du temps, ça peut être long. Et le premier risque quand on fait son changement de vie, c'est la motivation. C'est-à-dire, on a cette phase d'euphorie au début, puis après, on a une traversée du désert où on a beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Est-ce que tu as des petits trucs, peut-être côté visualisation, je ne sais pas, des choses qui permettent de se dire, cette motivation, je vais arriver à la tenir parce que j'ai besoin de réussir? J'aime bien l'image de l'escalier. C'est quand tu changes de vie, tu te donnes un objectif qui est hyper élevé. C'est je veux, si tu es développeur par exemple, je veux élever des tomates. Je veux cultiver des tomates. On va rester sur cet exemple qui peut sembler ridicule, mais tu vas voir, il n'est pas tant que ça. Donc mon objectif, c'est de devenir cultivateur de tomates et voire d'être le plus gros exportateur de tomates dans le monde. Pourquoi pas?
Et ben, c'est exactement comme si tu étais en bas d'un escalier de 70 000 marches et tu te focalises sur le haut de l'escalier. Ben, quand tu es en bas de l'escalier, c'est horrible. Tu regardes et tu te dis, waouh, 70 000 marches, je ne vais jamais y arriver. Si ça se trouve, au début, tu vas avoir de l'énergie, mais tu vas t'épuiser. Et puis à un moment, tu vas dire, ben, j'ai déjà fait 1000 marches, c'est énorme. Il m'en reste 69 000. Et ben, quand tu changes de vie, c'est pareil. Au lieu de te déprimer parce que tu n'es toujours pas le premier cultivateur de tomates au monde, bah déjà, tu vas commencer par dire, ma première étape, c'est d'apprendre à cultiver une tomate. Puis après, peut-être que je vais apprendre le business. Peut-être que je vais rencontrer, mon objectif d'après, c'est rencontrer des cultivateurs de tomates. Peut-être que mon étape d'après, c'est de commencer à en vendre à mes voisins. Et tu vois, de se fixer des objectifs qui sont atteignables, qui ne sont pas fifous, mais au lieu de monter tes marches 1000 par 1000, tu vas les monter 10 par 10. Et de te satisfaire à chaque étape que tu passes en te disant, la motivation, c'est parce que tu as l'impression de ne pas atteindre de but. Donc effectivement, ça va mettre du temps pour être le plus grand cultivateur de tomates au monde. Je ne sais pas pourquoi j'ai cet exemple-là, je suis désolé, ça m'est venu comme ça. C'est très bien. À partir du moment où tu as des étapes qui sont claires, tu peux te féliciter à chacune de ces étapes, au lieu de te dire, je ne me féliciterai qu'une seule fois quand je serai le plus gros cultivateur de tomates au monde. Voilà. Donc le principe, c'est d'essayer de découper chaque dossier en mini-dossiers et parfois s'envoyer des ondes positives et se dire, c'est bien ce que j'ai fait. Waouh! Alors, merci beaucoup, je plus sois. Tu as envie de cultiver les tomates maintenant, c'est ça? Alors, je ne te parlerai pas de mon expérience sur les pieds de tomates parce que je pense que je vais être sur les premières marches pendant un moment. Mais c'est super intéressant parce que là, on est dans cette dynamique. Et puis, il va arriver une dynamique qui peut couper les pattes à pas mal de gens, c'est celle des entretiens, où il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, du temps investi, de l'argent, et arrive ce stress de l'entretien. Est-ce que tu aurais un tips ou deux sur la gestion des émotions avant de rentrer dans l'entretien d'embauche? Tu sais, c'est ce truc qu'on a l'impression de revivre à l'examen du bac. Est-ce que tu as des petits trucs qui peuvent aider là-dessus? Alors déjà, il faut se dire que la personne qui sera en face de toi sera exactement la même que toi, qui a connu les mêmes angoisses. L'objectif de la personne, c'est pas de te piéger, c'est de te recruter, de te connaître. Donc déjà, se dire, j'ai pas en face de moi le prof principal qui nous a convoqués parce qu'on a fait une bêtise quand on était en 6e. C'est pas ça l'idée. Et comme c'est galère de recruter, je peux te dire que la personne en face est aussi angoissée que toi. Ensuite, c'est de relativiser, de se dire, qu'est-ce que j'ai à perdre? Venir comme on est. Parce que je vais te donner un exemple. Mes entretiens, je ne mettais jamais de cravate. Moi, je te parle au siècle dernier, on mettait encore des cravates. Oui, bien sûr. Et moi, ça me saoulait, donc je ne mettais jamais de cravate. Parce que je me disais, mais si on ne me sélectionne pas parce que je ne mets pas de cravate, mais je n'ai pas envie de travailler avec ces gens-là. Exact. Donc, il ne faut pas hésiter à être soi-même. On ne vous demande pas de jouer un rôle, on vous demande d'être vous et de montrer ce dont vous êtes capable. Donc, le conseil que je donne quand même avec les entretiens, c'est de les préparer à minima. De se renseigner sur l'entreprise, de se poser la question pourquoi est-ce que j'ai envie de bosser là en fait? Qu'est-ce qui m'intéresse? Qu'est-ce qui me motive? Et plus on prépare, c'est comme une compétition, plus on prépare, moins on est stressé au final. Il y a toujours ce stress, mais c'est du stress positif, de réussir ou pas réussir, mais c'est pas une angoisse, faut pas que ça soit bloquant. C'est super intéressant parce qu'on voit forcément ça comme un jugement et de voir l'autre côté, c'est très très bien. Moi, j'avais une phrase qui est un petit peu moins poétique, mais dans les moments qui ont été difficiles, et je me disais, on fait tous dans le même trou et on finira tous dans le même trou. Et Exactement. Ça enlève beaucoup ça relativise. Voilà. Oui, complètement, oui. Et on arrive sur la fin, là c'est déjà pas mal de conseils. Qu'est-ce que tu retires à titre personnel de ton changement de vie, du fait d'avoir osé? Est-ce que tu es plus épanoui qu'avant? Est-ce que tu l'es différemment? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Parce que tu as un super chat sur le piano. Ok, c'est ce que j'étais en train de voir. Mon chaton est en train de se promener. Ça a l'air sympa et t'es rayonnant à la couleur en fait de ta chaîne et je trouve ça super. Et je t'imagine dans les conférences, pour avoir participé à des conférences dans les grands groupes, je vois très bien les ambiances qui y règnent, les égos,
les carrières, les carriéristes, mais aussi les gens de l'ombre qui œuvrent pour la réussite des projets, la valorisation de ces gens. Enfin, j'imagine tout le climat. Tu es sorti un petit peu de tout ça. Il y avait du bon, du mauvais, je pense. Mais aujourd'hui, comment tu te sens par rapport à tout ça? Alors, la réponse courte, c'est bien. Bien. Ah non, mais je me sens bien parce que c'est, en tout cas, sur les fondamentaux, j'ai atteint les objectifs que je m'étais fixés. Ouais. Je vis le bonheur de pouvoir subvenir à mes besoins et à ceux de ma famille en kiffant du matin au soir. Yes. C'est quand même pas mal. Et par ailleurs, si j'ai fait ce choix de vie, c'est aussi pour avoir beaucoup plus de temps libre pour moi. Donc, depuis quelques mois, je suis passé à la semaine de 4 jours. Il y a des jours où je peux bosser énormément, mais il y a pas mal de jours où je bosse 4-5 heures par jour. Mais ça a mis du temps à se construire. Euh, sur certaines tâches où je mettais 3 heures à les faire, maintenant je mets même pas 1 heure. Par exemple, un épisode de podcast, pour moi, tout mis en boîte de l'idée jusqu'à la mise en ligne, c'est moins d'1 heure. Alors que fut un temps, j'en mettais 3. Donc bref, c'est au-delà de se sentir bien. Je suis content et je suis content de pouvoir dégager du temps pour me lancer aussi dans d'autres activités. Comme je te disais, il y a le one-man show qui est en écriture en ce moment. Il y aura probablement d'autres choses. Donc j'ai profondément conscience, non pas d'avoir de la chance, parce que je suis allé le chercher avec les dents, ce truc, vraiment. C'est le Dalai Lama qui dit « Personne n'est né sous une mauvaise étoile, il n'y a que des gens qui ne savent pas regarder le ciel ». Donc, c'est pas du bol, c'est une conviction. Et je crois qu'en fait, s'il y a un seul conseil que je peux donner aux gens, c'est si vous avez une conviction, mais suivez-la. Et écoutez, mais personne qui dit « c'est n'importe quoi, tu vas vivre de conférences et d'écrire des livres ». Et t'imagines pas le nombre de personnes qui m'ont dit ça. Et non, j'étais convaincu. Comme quand j'ai créé le concept de management bienveillant, il y avait plein de gens qui se foutaient de moi, mais j'en étais convaincu. Je crois qu'à partir du moment où tu es convaincu, il n'y a rien qui peut t'arrêter, en fait. Ben voilà, c'est le mot de la fin. Bravo. Franchement, bravo. Quel est le moyen de te contacter si on veut partager cette aventure avec toi, t'inviter dans une conférence, aller venir te voir plus tard? Comment on fait pour te joindre? Sur quels médias on te retrouve? Alors, on me retrouve. Mes 3 médias principaux pour me contacter, c'est LinkedIn, bien entendu, mon blog, www.gchatelain.com, où je poste beaucoup aussi. Et mon Instagram dans une moindre mesure, parce que mon Insta est plus détendu, on va dire. C'est moins sérieux. Et pour me voir, ce sera à partir de janvier ou février sur scène. Enfin, je tiendrai la communauté au courant. Donc, voilà. Mais un truc très important, c'est je réponds à toutes les personnes qui me contactent. Parfois pour dire je sais pas ou non. Mais en tout cas, c'est la base de la bienveillance en entreprise, c'est ne jamais faire à quelqu'un ce qu'on n'aimerait pas que ce quelqu'un nous fasse. Et quand j'écrivais à des gens plus ou moins connus qui te répondent pas, mais même des inconnus, il n'y a rien de pire. Autant que faire se peut, je réponds à tout le monde. Eh ben, écoute, merci beaucoup Gaël. Et je te Avec dis grand plaisir, Nicolas. à bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Merci Gaël pour ce moment passé ensemble. Et pour vous, c'est le moment d'appliquer ces conseils pour changer votre quotidien. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin et pourquoi pas devenir développeur ou développeuse, j'ai préparé pour vous de quoi démarrer maintenant. Je vous invite à télécharger gratuitement mon guide d'un ami pour démarrer une carrière de développeur en 6 étapes. C'est un guide que j'ai écrit avec amour et humour pour prendre en main ce métier et faire vos premiers pas. Vous pouvez également suivre gratuitement ma formation vidéo de 5 heures qui va vous permettre de découvrir le premier pilier de la programmation en vous laissant guider par la recette des lasagnes à la bolognaise et une boîte à œufs. Prochainement, je vous parlerai du programme Vivre du Code qui vous permet de partir de zéro jusqu'à vos premiers revenus en tant que développeur. Les témoignages vidéo des membres sont accessibles directement en lien dans la description. Et je vous invite à vous inscrire dès maintenant sur la liste d'attente, dans le même lien sous la description, pour ne pas rater les prochaines ouvertures du programme. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo ou un nouvel article sur le site coderpourchangerdevie.com et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.